Élu dans Tachereau en 1976, Richard Gay est devenu le 36e président de l'Assemblée nationale. On lui doit une réforme parlementaire pour accroître le rôle du député et la révision des mesures de sécurité après la fusillade à l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gay. Bonjour, M. Morin. M. Gay, votre intérêt pour la politique remonte peut-être aux années de droit, peut-être même avant. Qu'est-ce qui vous attirait? Moi, je suis arrivé à l'âge adulte avec la Révolution tranquille. Et donc, à cette époque-là, qui ne s'intéressait pas à la politique était un peu curieux, un peu bizarre, parce que tout était politique. Du jour au lendemain, on a eu l'impression qu'au Québec, on ouvrait grand les vannes, puis on pouvait faire tout ce qu'on voulait, réaliser nos plus grandes ambitions. Et puis, c'était vraiment un climat tout à fait extraordinaire. Et donc, c'est à cette époque-là que je suis arrivé à l'université. Mais déjà, au collège, j'avais commencé à m'intéresser à la politique, assez curieusement, de près, parce que pendant une année de temps en belles lettres, l'ancien cours classique, j'étais pensionnaire et le professeur d'anglais nous permettait de nous abonner à Time Magazine. Je parcourais le Time de la page couverture à la page couverture arrière, et donc je lisais tout. Et donc, je commençais à avoir une culture politique qui est arrivée comme un terreau avec la Révolution tranquille, l'avènement du gouvernement Lesage, la nationalisation de l'électricité, le mouvement étudiant, auquel j'ai participé très activement à l'université, peut-être plus même qu'à mes études. Et puis, par la suite, comme journaliste, évidemment. Et à l'université, déjà dans le syndicalisme étudiant, comme vous dites, vous étiez actif. Ah, oui, beaucoup. J'étais actif d'abord à l'AGUM, l'Association des étudiants de l'Université de Montréal, et ensuite j'étais président du comité fondateur de l'Union générale des étudiants du Québec, et j'étais vice-président sur le premier exécutif de l'UGEC. Donc oui, ça m'a coûté une année en droit, d'ailleurs. J'ai dû reprendre ma troisième année parce que j'avais fait trop de syndicalisme étudiant et trop peu de droit cette année-là. Et après ça a été le journalisme. Oui, j'avais été embauché par Radio-Canada au téléjournal comme rédacteur. Dans la salle de nouvelles, il faut rédiger le bulletin de nouvelles. Et le téléjournal évoluait beaucoup à cette époque-là, donc on engageait des jeunes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Radio-Canada. J'y étais pendant 5 ans. Les 2 dernières comme correspondant de Radio-Canada à New York et aux Nations Unies. J'ai beaucoup aimé cette période-là. J'ai beaucoup aimé le journalisme. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là, à New York en particulier? Ce que je retiens du journalisme, c'est comment il faut bouger rapidement et retomber sur ses 2 pieds. Je couvrais les Nations Unies. C'était une période un peu tranquille aux Nations Unies à l'époque. Le secrétaire général était Utante. C'était pas le plus actif des secrétaires généraux. Mais en même temps, je couvrais New York même. Et par moment, Washington de manière complémentaire aux correspondants qui étaient là. Et là, évidemment, c'était la période de Nixon qui commençait. C'était assez spécial comme atmosphère. Donc, j'ai beaucoup aimé cette période-là aussi. Mais il y a une fin à tout. Alors après ça, je suis allé l'enseigner. Enfin, en principe, je devais enseigner le journalisme audiovisuel à Dakar, au Sénégal, pour le compte de l'ACDI. Là, c'est différent. Pas rien qu'un peu. D'abord, le journalisme audiovisuel, ça implique la télévision. Quand je suis arrivé à Dakar en 1971, si ma mémoire est bonne, la télévision n'existait pas au Sénégal, pas encore. Elle est arrivée beaucoup plus tard. Il n'y avait pas de télévision? Maison, là? Non. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait pas de studio, il n'y avait rien. Elle n'était pas encore implantée, la télévision, du tout. Il n'y avait que la radio.
Alors, bon, il a fallu s'adapter à la radio qui était importante pour eux parce que pour rejoindre les populations rurales largement analphabètes sur des choses aussi élémentaires que les cultures, la radio, là, jouait un rôle extrêmement important. Cependant, avec nos standards radio-canadiens, j'ai tôt fait de comprendre que ça ne s'appliquait pas très bien en Afrique, qu'un bon bulletin d'information, pas au Sénégal, le Sénégal ça allait assez bien, mais dans certains pays, un bulletin d'information, c'est le chef de l'État a dit ceci, le chef de l'État fait cela, et puis voici un extrait du chef de l'État, ça dure 3/4 d'heure. Peu importe la plage horaire du bulletin radio. Donc c'était de la propagande, en grande partie. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans. Je me suis dit à l'époque que si on voulait me payer pour aller en Afrique, ben, au fond, pourquoi pas, j'avais 25 ans, j'étais encore jeune, c'était à l'époque où on pouvait changer d'emploi très facilement, et c'est ce que j'ai fait. Après l'Afrique, vous êtes revenu à Québec dans des fonctions, au sein du gouvernement. C'était lesquelles? J'étais coordonnateur des relations intergouvernementales au ministère des Communications. C'était l'époque de la guerre du câble entre le fédéral et le provincial, entre M. Lallier et M. Pelletier, Pelletier à Ottawa. Le Québec prétendait avoir juridiction sur le câble, et la Régie des services publics appliquait la législation québécoise, la réglementation québécoise sur le câble. Le fédéral contestait la juridiction québécoise, et c'est finalement le fédéral qui l'a emporté en Cour suprême. M. Duplessis a déjà dit qu'elle penche toujours du même côté, mais ce jour-là, elle continue à pencher du même côté. Et la Cour suprême a décidé que même si le câble est parfaitement circonscrit géographiquement, il fait partie du système de radiodiffusion canadien et à ce titre, par conséquent, il est fédéral. Et c'est ce jour-là où le Québec a perdu sa juridiction sur le câble. Et pendant les 2 ans où j'étais là, nous prétendions avoir juridiction sur le sujet et on essayait, bien sûr, d'amener les autres provinces à notre point de vue. Il y en avait qui suivaient, il y en avait qui étaient d'accord, il y en avait qui disaient oui, mais alors, les consensus interprovinciaux au Canada, il y a toujours des maillons faibles. Et le fédéral les connaît parfaitement. Et donc, il sait très bien sur quel maillon il doit peser pour briser le consensus interprovincial. En revenant à Québec, vous aviez constaté que l'image de la capitale avait changé. Puis il y a des choses qui vous plaisaient moins. Je trouvais assez désolant ce qui se passait à Québec. Je trouvais qu'on massacrait la ville, sous prétexte de faire moderne, de faire des édifices en hauteur. On avait construit cette horreur qu'est l'édifice G sur la colline parlementaire. On avait laissé construire tous les édifices de l'autre côté de ce qui était à l'époque le boulevard Saint-Cyril. Le boulevard Saint-Cyril lui-même, qui était une autoroute urbaine à 2 niveaux, c'était corrigé sous l'administration du maire Lallier. Le Concorde. On avait démoli de magnifiques immeubles résidentiels sur la Grande Allée pour construire l'édifice qui a logé le premier ministre pendant un certain temps. Qu'on a appelé le bunker. Le bunker ou le radiateur, parce que ça a ce qu'on appelle un bon vieux calorifère, mais c'est laid. Hein, bon. Et ça ne cadre pas du tout avec Québec. Et là, on s'apprêtait à démolir le couvent du Bon-Pasteur sur la colline parlementaire. Et là, bon, ça suffit. Il fallait éviter qu'à 5 heures d'après-midi, la colline parlementaire se vide de ses habitants. Et donc, il fallait conserver une vocation résidentielle. Les ministères du gouvernement ne sont pas obligés d'être sur la colline parlementaire, ils peuvent être n'importe où, à Québec ou ailleurs. Et de fait, ils sont effectivement maintenant répartis à Sainte-Foy, à Charlebourg, et puis à d'autres endroits. Il y en a à Montréal aussi. Bon. Cette idée qu'il fallait tout concentrer sur la colline parlementaire nous a amené à des aménagements qui sont laids, désastreux à mon avis. Certains ont été corrigés. Dieu merci, il y a des gens qui y ont vu et j'ai apporté ma modeste contribution en me présentant dans le comté de Tachereau. C'était la raison pour laquelle vous êtes présenté dans Tachereau? Bien, je me suis présenté dans Tachereau parce que la dernière année, ou l'année 75, là, je me suis impliqué en politique ici et le comté de Tachereau avait besoin d'organisation et donc je me suis impliqué dans cette circonscription-là en particulier. Et puis tout naturellement, une fois les élections arrivées, je me suis porté candidat dans celle-là parce que je la connaissais, parce que j'avais remis sur pied l'organisation, fait la campagne de financement l'année précédente avec un certain succès. Et pourquoi le PQ à ce moment-là? Parce que d'abord, je suis souverainiste. Je crois depuis. J'étais membre du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Alors, c'est pas d'hier que je pense que le Québec devrait être un État souverain. Et que l'incarnation politique de cette option-là, c'est le Parti québécois. Et donc, c'était tout naturel que je me présente avec le Parti québécois plutôt qu'avec le Parti libéral. À l'investiture, est-ce que vous aviez un adversaire? Est-ce que vous dites que vous aviez monté l'organisation? Est-ce qu'elle était solide, de bon budget? Je ne sais pas. C'était pas la meilleure organisation du monde, mais
on faisait ce qu'on pouvait avec... il avait été question que la permanence nationale du Parti québécois aurait voulu que dans le comté de Tachereau, que le candidat soit Robert Clich. Mais Robert Clich ne voulait pas. Et avant de me présenter, je savais ça. Je suis allé voir Clich. J'ai dit, écoutez, si vous vous présentez, allez-y. Mais avec sa faconde habituelle, il dit, pas question. Pourquoi tu veux te présenter? J'ai dit, vas-y. Alors, c'est très bien, merci, M. Clich. Alors, moi, je savais qu'il n'y allait pas, mais à Montréal, on semblait entretenir encore des espoirs à cet égard-là. Alors, il y a eu un espèce de cafouillage au début de la campagne électorale là-dessus, mais après ça a été... Mais de toute façon, vous savez, le système dans lequel on est un système où on entre avec la marée montante et on sort avec la marée descendante. Et on y est pour peu de choses. Alors, en 1976, les gens qui ne voulaient plus du gouvernement Bourassa, ils étaient nombreux, et qui étaient d'accord pour avoir un gouvernement du Parti québécois dirigé par M. Lévesque, mais dans le comté de Tachereau, il fallait qu'ils mettent le X à côté du nom de Richard Gay. Mais dans un autre comté, c'est à côté du nom de quelqu'un d'autre. Les campagnes électorales se font autour des chefs. Oui. C'est un peu comme si on avait un système présidentiel, mais au lieu de voter pour le président, si on veut voter pour lui, on vote pour lui à travers le candidat dans la circonscription. Une fois élu, le gouvernement du Parti québécois s'installe et vos premières nominations, ça a été comme adjoint parlementaire. En fait, vous l'avez été pour quelques ministres durant votre carrière. C'est quoi cette fonction-là? Puis est-ce qu'elle varie beaucoup d'un ministre à l'autre? C'est largement honorifique. Hein? L'Assemblée nationale est un petit parlement de 125 quelques députés. Là-dessus, il y a une ponction qui est faite pour l'exécutif d'environ 25 à 30 personnes, ce qui est énorme. Si vous, par comparaison, en Grande-Bretagne, d'où nous vient le système, il y a 650 députés. Il y a 20 ministres seniors, une vingtaine de ministres juniors, mais en pourcentage, c'est beaucoup moins, la ponction est beaucoup moins forte sur la Chambre des communes qu'elle ne l'est sur l'Assemblée nationale. Alors, les ministres sont généralement là pour répondre aux questions à la période de questions. Les adjoints parlementaires, c'est bien rare qu'un adjoint parlementaire doit répondre à la place du ministre. Le ministre qui a un adjoint parlementaire, s'il décide de lui confier des choses, peut toujours le faire, mais l'adjoint parlementaire, il n'est qu'un député, il n'est pas ministre, il n'a pas le pouvoir de signature, il n'a pas le pouvoir... Les fonctionnaires le savent très bien. Alors, les fonctionnaires prennent leurs ordres du sous-ministre et du ministre. L'adjoint parlementaire, c'est une espèce de... Qu'est-ce qu'il fait là, lui, en quelque sorte? Là? On se demande un peu. Et donc, on les abolirait, les adjoints parlementaires à Québec, que ça ne changerait absolument rien au fonctionnement du gouvernement et du système. Est-ce qu'en cours de carrière, vous avez eu des dossiers particuliers à vous occuper comme adjoint parlementaire? Oui, quand je suis passé aux affaires municipales pour l'habitation, là, je me suis occupé de plus près des dossiers de la Société d'habitation pour le ministre de l'époque, Guy Tardif, que je pressais de construire des HLM dans le comté de Tachereau. À un moment donné, il était tanné de mes interventions, il disait comme toi en long. Alors, donc, j'ai eu à cet égard une certaine latitude et un bureau au ministère pour essayer de pousser sur les dossiers de la SHQ, et notamment sur les dossiers de la SHQ dans le comté de Tachereau. Mais c'était ponctuel, mais normalement, la plupart des adjoints parlementaires n'ont pas vraiment de tâches à accomplir. C'est beaucoup plus une manière peut-être de les tenir tranquilles en attendant une nomination éventuelle, peut-être. De la représentation aussi? Ça arrive, mais même là, c'est exceptionnel. Les ministres font les choses eux-mêmes. Le Québec n'est pas si grand que ça. Durant le premier mandat du gouvernement Lévesque, 76-81, il y a eu plusieurs lois d'importance qui ont été adoptées, surtout en 76 et 80. On parle de la loi 101, zonage agricole, financement des partis politiques. À quel débat vous avez participé le plus activement là-dedans? Oh, j'étais sur la commission parlementaire qui a étudié article par article la loi 101, la Charte de la langue française, dans cette salle-ci du Conseil législatif. Sans climatisation. Sans climatisation, en effet. Vous faites bien de le faire remarquer. Au mois d'août 1977, il faisait très chaud, en effet. Mais bon, ça finit par passer. C'est le projet de loi dont je me souviens le plus, peut-être à cause de l'inconfort de l'étude article par article dans
cette salle-ci non climatisée à l'époque. Mais vous savez, les députés participent au débat en ce sens que s'il faut faire des discours, on vous dit, on peut faire un discours sur telle chose. Mais sinon, les grands débats se font au Conseil des ministres, à la rigueur au caucus, à huis clos. Quand vient le temps de les faire en chambre, ben, les députés, on ferait l'économie des discours de part et d'autre, que ça ne changerait pas grand-chose à l'issue d'un projet de loi. La différence, c'est que c'est public ici, alors qu'en caucus, ça l'est pas. En effet, c'est public, et puis ça peut avoir une utilité pédagogique dans la mesure où les gens écoutent. Je ne suis pas toujours convaincu que... Il y en a qui sont des abonnés des débats de l'Assemblée nationale, mais c'est une minorité. Et la tribune parlementaire elle-même, vous en avez fait partie, vous le savez, suit ça de manière un peu distraite parce qu'on veut questionner les ministres et on a des questions à leur poser sur des sujets. La période de questions, on peut la couvrir si ça porte sur l'actualité. La période de questions, assez paradoxalement, par moment, fait abstraction de l'actualité. Parce que pour des raisons politiques, on ne veut pas parler d'une situation. L'opposition ne veut pas soulever le sujet. Par conséquent, le gouvernement n'a pas de réponse à fournir. Au référendum de 80, campagne pré-référendaire, campagne référendaire, aviez-vous une fonction, un rôle particulier? Non, je m'occupais d'essayer de faire passer le oui dans Tachereau et j'ai pas réussi. On n'a pas réussi. Encore là, une campagne référendaire, c'est une campagne nationale. Localement, on avait eu cette idée d'avoir des comités pour le oui de gens influents dans les circonscriptions, parce qu'on pense que c'est de nature à influencer les électeurs en voyant certaines têtes d'affiche qui votent oui, peut-être qu'ils voteraient oui également. Ça a peut-être eu un effet, pas un impact sans doute, mais je pense que en rétrospective, que ce référendum n'était pas gagnable. Remarquez qu'on a dit que c'était une défaite, et oui, c'en était une parce qu'on a perdu à 60-40, mais déjà, le premier test démocratique de la souveraineté du Québec, que ça remporte 40 % de l'électorat, c'était quand même pas si mal. On aurait préféré, évidemment, que ce soit plus et que ce soit une majorité, mais ce n'était pas non plus une catastrophe épouvantable. Mais bon, c'était quand même un non. Vous sentiez la réticence même dans Tachereau? Absolument, absolument. J'avais parlé au téléphone à Michel Carpentier, qui était l'organisateur en chef du Parti québécois, 2-3 semaines avant le jour du vote, pour lui dire, écoute, le sol est en train de disparaître sous nos pieds, là, ça passe pas du tout, cette affaire-là. Il est arrivé, d'abord, je pense pas que ça aurait passé, quoi qu'il advienne. Bon, il y a eu l'affaire des Yvettes, je ne sais pas jusqu'à quel point ça a vraiment... ça a galvanisé le non, ça c'est certain. Mais il y aurait eu autre chose qui l'aurait galvanisé. Le oui, notre slogan c'était oui. Mais à quoi? Mais à un moment donné, juste oui, c'est devenu comme... et alors? Et donc, il y a peut-être eu de ce côté-là une erreur, parce qu'en fait... il y a eu le débat à l'Assemblée nationale sur le référendum, sur la question référendaire. Ce débat-là, je pense que dans l'opinion publique, nous l'avions gagné. Et d'ailleurs, des sondages l'indiquaient. Et on a perdu la campagne référendaire après, avec l'aide bienveillante du gouvernement canadien qui dépensait nos taxes pour mettre, je me souviens d'un panneau dans la côte d'Abraham, ici à Québec, non merci, ça se dit bien. Sobriété Canada. Ah ouais. C'est la seule fois qu'on a entendu parler de Sobriété Canada. Et comme par hasard, le message était non merci, ça se dit bien. Comme par hasard, ce message-là n'était diffusé qu'au Québec. Et comme par hasard, c'était pile dans la campagne référendaire. Bon, ils ont fait pire que ça, mais il y avait ça aussi. Vous savez, le Parti québécois a perdu le référendum. L'élection s'en venait. Est-ce que c'était prévu pour l'automne 80 ou printemps 81? Finalement, c'est printemps 81. Comment ça s'est passé dans ces mois-là? Puis comment vous êtes préparé pour la campagne électorale? Alors, au lendemain du référendum perdu, malgré tout, nous venions d'être battus sur notre option fondamentale. Et nous étions un certain nombre au sein du caucus à dire, quand on se fait battre sur son option fondamentale, on démissionne. Et puis, on déclenche des élections. Et à cette époque-là, il est probable que M. Ryan aurait été élu premier ministre. Est-ce que vous avez songé à démissionner à ce moment-là, vous? Non, pas individuellement. Pas individuellement. Mais je pensais que le gouvernement devait
se démettre. Aller devant le peuple. Aller devant le peuple pour dire, écoutez, vous venez nous battre sur notre option de fondamentale. Bon, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Si vous voulez que l'opposition gouverne, ben voilà l'occasion de le dire. Et c'est probablement ce qui serait arrivé. M. Ryan aurait eu tous les beaux problèmes que le PQ a eu dans son deuxième mandat, la crise économique, la crise constitutionnelle, etc. Et bon, probablement qu'on aurait été élu en 85. Mais c'est pas ce qui s'est produit. Et M. Lévesque, dès le premier caucus, au lendemain du référendum, dit, bon, on va régler une affaire tout de suite, là, il n'y aura pas d'élection. Comme c'est le premier ministre qui décide de déclencher ou non des élections. Ben c'est M. Lévesque qui a dit ça au caucus. Et donc, sans doute qu'il avait avant, quand nous étions un certain nombre de députés, à penser qu'on devait aller en élection. Probablement qu'il s'en était discuté au Conseil des ministres. Et la décision, ça avait été, on ne va pas en élection. Ça finit là. Bon, à ce moment-là, très bien, c'est le premier ministre qui décide de ce genre de choses-là. Il avait donc décidé qu'on n'y allait pas. Alors, on a continué à faire notre travail. Et puis, là, le vent a commencé à changer. Et au mois d'avril 81, c'était une campagne électorale. C'était un plaisir, cette campagne électorale-là. Tout baignait dans l'huile. Tout allait bien. Plus tard, en 85, quand on a été défait, et croisant Fernand Lalonde, qui avait été député libéral à l'Assemblée nationale, mais qui était organisateur en chef de son parti en 85, le croisant ici, après les élections, je le félicite pour ce qu'on se reconnaissait bien. Moi, je dis, écoute, j'ai aucun mérite. Mais je dis, quand même, t'as gagné, vous avez gagné un certain mérite. Mais il dit, écoute, il dit, en 81, là, quoi que vous faisiez, tout baignait dans l'huile pour vous. Puis quoi que l'on fasse, il n'y a rien qui fonctionnait pour nous. Mais en 85, c'est exactement l'inverse. Tout baignait dans l'huile pour nous, puis vous autres, vous avez essayé quoi que tout ce que vous essayez, là, il n'y a rien qui marchait. Donc, dans la région de Québec, on y a tous passé, sauf Jean Garon, mais à Lévis. Et puis, bon, c'était Garon, et puis c'était de l'autre côté du fleuve déjà. Bon. Mais du côté nord, là, il en est resté aucun. Quand M. Lévesque, son gouvernement était réélu en 81, il vous reconduit adjoint parlementaire. Avez-vous été déçu de ne pas être nommé ministre? Vous aviez déjà un mandat d'expérience? Pas en 81, parce que, pour des raisons assez qui vont vous étonner, pour des raisons personnelles. Mon fils est né au mois d'août 1980, ma fille est née au mois d'octobre 1981. En d'autres mots, je faisais l'expérience de la paternité et je voulais m'y impliquer à temps aussi complet que possible. J'avais l'avantage d'avoir une circonscription qui était voisine du Parlement. Et donc, pour moi, en 80-81, mes énergies, ma priorité, c'était cette nouvelle famille, ces enfants qui naissaient. Et ça m'occupait, et ça m'intéressait d'ailleurs beaucoup plus que l'idée d'être ministre. Est-ce que plus tard, vous l'auriez souhaité? Bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je commençais à trouver le temps long. Puis je me dis, bon, c'est bien beau de faire le quorum, mais intellectuellement, c'est pas très satisfaisant. J'avais été voir M. Lévesque, d'ailleurs, après la commission parlementaire qui avait étudié le projet de loi sur la protection des renseignements personnels. Et la loi d'accès à l'information. La loi d'accès à l'information, exactement. Et il y avait une commission qui devait être créée en vertu de cette loi-là. Et je lui avais dit, écoutez, si personne ne vous le dit, vous ne le saurez pas. Là, je vous le dis. Moi, j'ai aimé travailler sur ce projet de loi-là. C'était la commission la plus intéressante à laquelle j'ai participé. Nous étions 4, Jean-François Bertrand, qui était le ministre, et moi du côté du Parti québécois, Fernand Lalonde, qui est un excellent avocat, et Richard French, brillant individu du côté du Parti libéral. Et donc, on testait les articles de loi, et parfois, il y avait des alignements, Lalonde, Gay, French, Bertrand, et la ligne de parti ne jouait plus. Et donc, on a vraiment testé cette loi-là, l'article par article, pour être allé au fond des choses. Et donc, on a amélioré considérablement le projet de loi. Et donc, j'ai pris goût à ce projet de loi, et pris goût à ce qui allait se produire par la suite. Et donc, je dis à M. Lévesque, si ça m'intéresserait d'être sur la commission d'accès à l'information. Il me disait, bon, ben, faites bien de me le dire, je vais y penser. Mais je me doutais bien qu'il allait me dire non, parce que je me doutais bien que l'idée d'ouvrir une circonscription à une élection complémentaire à cette époque-là, les sondages n'étaient pas bons, et on perdait toutes les élections complémentaires de toute façon, vous vous souviendrez. De 76 à 85, on a perdu toutes et chacune des élections complémentaires, on n'en a pas gagné une seule. Alors l'idée d'ouvrir une circonscription en 82, je pense,
alors que la récession s'était déjà installée, que les sondages étaient mauvais. Évidemment, M. Lévesque n'y était pas. Alors, bon, il m'a donné comme prétexte, il dit, écoutez, vous êtes député, votre crédibilité, là, si vous passez de député à membre de la commission, ne sera peut-être pas très forte. Mais j'ai bien senti, je lui ai dit d'ailleurs, vous ne tenez pas à ouvrir une circonscription, n'est-ce pas? il est parti à rire. Et ça finit là. Alors, je continue. Je suis resté député. Mais vous vous êtes intéressé par après à la présidence de l'Assemblée nationale lorsque M. Claude Vaillancourt a démissionné et, pour devenir juge. Vous avez montré votre intérêt. Est-ce que vous aviez des appuis? Vous avez fait, je ne sais pas, on ne faisait pas campagne, contrairement à ce qui se produit aujourd'hui, où le système, à l'époque, le premier ministre proposait, le chef de l'opposition appuyait. Et c'était donc généralement unanime. L'élection d'un président, c'est comme ça que ça se faisait. Il fallait donc que ça vienne du premier ministre. Alors, on ne faisait pas campagne. Mais oui, j'avais laissé savoir dans l'entourage du premier ministre que la fonction m'intéressait. Et j'avais des échos selon lesquels c'était très possible, même probable. D'autant plus qu'il y avait une tradition qui s'est perdue depuis, mais il y avait une tradition au Québec. Tous les présidents de l'Assemblée, à l'exception d'un seul, T.D. Bouchard en 1936, je crois, tous les présidents de l'Assemblée avaient une formation juridique, avocat ou notaire. Et donc, en faisant le tour de la députation du Parti québécois, eh bien, qui c'est qui était avocat? Et il y avait moi. Pointe à la ligne. Alors, qui n'était pas ministre. Oui, c'est ça, qui n'était pas ministre, effectivement. Alors donc, il y a un concours de circonstances, et ça m'intéressait parce que ça faisait 7 ans quand même que j'étais au Parlement. Pendant 7 ans, on observe, on voit, on analyse, on se dit, ah oui, mais il me semble que si j'étais président, moi, je ferais telle affaire. Ça peut aller du menu du parlementaire jusqu'à l'aménagement de l'hôtel du Parlement, jusqu'à la réforme parlementaire. Bref. Et donc, quand ça s'est concrétisé, au mois de mars 1983, si ma mémoire est bonne, bien là, tout d'un coup, j'avais les moyens à ma disposition pour réaliser un certain nombre de choses qui me semblaient que j'aurais fait si j'avais été président. Bien là, je l'étais. Et une des premières choses qu'on demande à un président, c'est d'assurer une discipline à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est difficile, ça? Aviez-vous des moyens différents des autres? Non, je n'ai pas des moyens différents des autres. Il s'agit d'abord de s'imposer. Et de s'imposer tout de suite. Si vous vous laissez manger la nonne sur le dos, vous êtes cuit. Alors, la première journée, il fallait être une certaine outrecuidance. La première journée, la première période de questions, je prends le livre du règlement de l'époque, le vieux règlement, et je dis, je vous lis les articles pertinents, il y en avait 2, je pense, qui portaient sur la période de questions. Je les lis, et je leur dis aux députés, si je vous ai lu des articles sur la période de questions, c'est parce que j'entends les appliquer. Vous m'avez confié le mandat de présider l'Assemblée, de faire respecter le règlement. Le règlement dit ça. Et donc, je vais le faire respecter. Et je m'attends à avoir des questions courtes et des réponses courtes. Et puis, on commence. Ça a rué pas mal fort les 2-3 premières journées, parce que c'était d'abord aux questions que je m'attaquais. Les questions étaient trop longues. Je coupais les questions. Là, les libéraux commençaient à trouver que c'était pas drôle. Et le whip est venu me voir pour dire, écoute, tu continues comme ça, tu vas avoir un vote de blâme. Mais je dis, écoute, là, moi, j'applique le règlement. Si vous voulez changer le règlement, changez-le. Mais tant qu'il n'est pas changé, moi, j'ai le devoir de l'appliquer et je veux avoir des périodes de questions qui s'en sont des vraies, où il y a plusieurs questions, où les députés peuvent poser des questions et les ministres sont obligés de donner des réponses. Bon. Alors, il me dit, bon, ben très bien. Si on pose des questions courtes, est-ce que tu t'engages à ce que les réponses soient courtes? J'en fais mon affaire. Parce que de la même manière que je coupais les questions pour qu'elles soient courtes ou les premières journées, ensuite, les journées subséquentes, je coupais les réponses des ministres. Couper. Trop long. En conclusion. Et puis, finalement, au bout une dizaine de jours, même pas, là, tout le monde s'est plié à cette manière de faire des choses. Mais il fallait l'imposer, puis il fallait l'imposer en partant. De la même manière qu'il était prévu que l'Assemblée siège à 14 heures, pas à 14h10, pas à 14h20 quand le premier ministre arrive en retard, à 14h.
À 14 heures, on siégeait. Il m'est arrivé d'entrer, puis il n'y avait pas grand monde. Mais le lendemain, il y avait du monde, puis le surlendemain, tout le monde y était. Puis à partir de là, on siégeait à l'heure indiquée dans le règlement, 14 heures. Puis ça finissait là. Alors, il s'agissait d'imposer sa manière de faire et de ne pas se laisser manger la laine sur le dos. Et puis, à un moment donné, tout le monde finissait par rentrer dans le rang, et c'est ce qui s'est produit. Merci, M. Gay. On continue la semaine prochaine. Très bien.